Hi, I'm Dr. Brian Wyville. I worked on the deorbital descent sequence for Ridley Scott's Alien back in the late 70s, and you're watching CGM Episode 3 Redux on 3D Wireframe Animation. Vous pensiez que Tron était le premier film avec de l'image de synthèse? Que le morphing était apparu pour la première fois au cinéma avec Willow? Que Pixar ne faisait que des courts-métrages avant Toy Story? Que Disney était les premiers à intégrer de la synthèse dans leurs films d'animation? Que le premier animal virtuel provenait de Jurassic Park? Pauvre naïf. Bienvenue dans CGM, l'émission qui retrace pour vous les débuts de l'image de synthèse au cinéma. Fin des années 70. L'industrie hollywoodienne commence petit à petit à intégrer de l'image de synthèse dans ses productions. Mais là où une compagnie comme Triple E avait carrément été jusqu'à reproduire l'acteur Peter Fonda ou du moins son buste en 3D pour les besoins du film Future World en 1976, le reste de l'industrie, de son côté, était plus intéressé par une technique bien moins coûteuse et surtout déjà installée dans l'esprit du grand public depuis plus longtemps, l'animation 3D en fil de fer ou wireframe en anglais. Et dans cet épisode 3 Redux de CGM, nous allons voir ou revoir les films majeurs qui ont utilisé cette technique entre 1976 et 1981. Mais avant cela, nous allons parler d'un homme, l'ingénieur américain Ivan Sutherland. Né en 1938 à Hastings dans le Nebraska, Ivan Sutherland est aujourd'hui considéré comme le père de l'image de synthèse numérique, à l'instar d'un certain John Whitney Sr., papa de l'image de synthèse analogique. Mais là où Whitney n'avait encore accès qu'à du matériel militaire récupéré de la Seconde Guerre mondiale, le jeune Ivan Sutherland avait de son côté, au début des années 60, la chance d'étudier au Massachusetts Institute of Technology, ou MIT, où il avait accès à l'un des plus puissants systèmes informatiques d'alors, le TX2. Qu'est-ce que le TX2 ? Eh bien, c'était une machine construite entre 1956 et 1958 qui avait la particularité d'être construite majoritairement avec des transistors plutôt que des tubes. Outre 2 écrans monochromes de 7 pouces, cette machine avait un accès mémoire de 69 632 mots, soit environ un demi-kilooctet. Ivan Sutherland avait alors comme projet de thèse de doctorat un système de communication graphique entre l'homme et la machine basé sur un système de crayon optique, l'ancêtre de la souris. Là où d'autres ingénieurs créaient de la 3D en rentrant des coordonnées via diverses formules mathématiques, Sutherland avait comme idée d'apprendre à l'ordinateur comment aider son utilisateur à dessiner. Les balbutiements de la DAO donc. Sketchpad a également donné naissance aux premières interfaces graphiques, un pan essentiel de l'informatique telle que nous la connaissons aujourd'hui, de nos ordinateurs personnels au smartphone, mais également à la réalité virtuelle. Son doctorat en poche, Ivan Sutherland fera plus tard équipe avec un certain David C. Evans pour créer la compagnie Evans & Sutherland en 1968. Une compagnie qui allait devenir un leader mondial dans les simulateurs de vol en temps réel, mais aussi dans l'équipement informatique graphique avec les fameux Picture Systems, des terminaux d'animation en temps réel qui seront utilisés par toutes les compagnies d'imagerie numérique jusqu'à la démocratisation des Silicon Graphics à la fin des années 80. 1968 fut également l'année de sortie d'un certain 2001 l'Odyssée de l'espace, dans lequel Stanley Kubrick avait choisi de simuler du wireframe plutôt que d'utiliser un véritable ordinateur. Ainsi, pour que la véritable première heure de gloire du wireframe n'arrive enfin, il faudra donc patienter jusqu'en 1977 avec l'arrivée d'un long métrage se déroulant dans une galaxie lointaine, très lointaine, Star Wars. Sorti en France à peine 5 mois après les États-Unis et simplement traduit la guerre des étoiles, Star Wars est le 3e film de George Lucas après THX 1138 et American Graffiti. Renommé plus tard A New Hope, un nouvel espoir en français, cet épisode de la saga sera le premier à intégrer de l'image de synthèse et cela bien avant les remaniements des éditions spéciales de 1997, de la sortie DVD de 2004, puis Blu-ray de 2011, que j'évoque d'ailleurs plus en détail dans l'épisode hors-série consacré à l'édition spéciale de la trilogie. Comme vous vous en doutez, le premier Star Wars a fait usage du wireframe, mais pas que. On retrouve ainsi des plans créés à l'époque avec le système Scanimate, soit de l'image de synthèse analogique. La séquence en wireframe dont il est question ici, c'est bien sûr la scène de briefing des pilotes de l'Alliance Rebelle, où les plans volés de l'étoile de la mort sont projetés sur grand écran pour préparer leur attaque finale. Prenez bien en compte qu'à l'époque, en 1975, la compagnie d'effets spéciaux de George Lucas, Industrial Light and Magic, n'était alors qu'une toute jeune structure spécialisée dans les effets spéciaux traditionnels et donc absolument pas versée dans les balbutiements des premières images de synthèse. Comment a été réalisée cette séquence de 40 secondes en tout ? Eh bien, grâce au talent d'une seule personne, un certain Larry Kuba, âgé de seulement
25 ans à l'époque. George Lucas avait alors choisi le jeune homme pour 2 raisons. D'une part, il avait créé son premier court-métrage, First Fig, avec l'aide du Jet Propulsion Laboratory de la NASA en 1974, puis il avait aidé John Whitney Sr. à réaliser son court-métrage Arabesque en programmant les routines d'animation chez Triple I en 1975. Bref, parmi les artistes pionniers de l'image de synthèse, Larry Kuba faisait déjà partie des plus grands. Ce qui ne lui a pas empêché de connaître quelques petits problèmes pour la création de cette séquence sur le premier Star Wars. George Lucas voulait en effet que l'animation soit projetée sur le plateau directement pendant le tournage de la scène à Londres, évitant ainsi de retravailler l'image avec des fonds bleus en post-prod. Problème, il y avait une erreur entre la date de tournage et celle inscrite sur le contrat de Larry. Une erreur d'1 mois. Lui qui avait à l'origine 2 mois pour créer la séquence, n'en avait ainsi plus qu'un seul, et encore, uniquement parce que le planning de tournage avait pu être repoussé jusqu'au dernier jour de location de la salle. Second problème, le système d'animation qu'il utilisait, appelé Grass, était incapable de produire de l'animation 3D avec perspective en temps réel. Tout devait donc se faire sous logiciel, sans accélération matérielle, à raison d'une image calculée toutes les 2 minutes seulement. Et ça s'arrête pas là, hein. Non. Le gars a vraiment pas eu de chance. Dormant seulement 3 heures par nuit, Larry Kuba avait réussi à entièrement modéliser l'étoile noire ainsi que sa fameuse tranchée à l'aide de modèles physiques fournis directement par Lucas. Le mouvement de caméra virtuelle programmé restait encore à rendre la séquence sur le deck PDP-1145, un puissant mini-ordinateur des années 70. Et quand je dis mini-ordinateur, je parle d'une machine de la taille d'un frigo. En comparaison, les ordinateurs que nous utilisons aujourd'hui, ce sont des micro-ordinateurs. Sauf que voilà, à chaque tentative de rendu de la séquence, Larry Kuba faisait face à des crashs toutes les 30 minutes sur un total de 12 heures de rendu nécessaire. Impossible, dans le temps imparti, de recoder l'animation pour que celle-ci s'exporte par petits bouts de 30 minutes. Larry allait donc se résoudre à appeler la production pour que celle-ci filme le briefing avec fond bleu, faute d'animation terminée à temps. Dépité et abattu, il lança cependant une dernière fois le rendu final avant de s'octroyer une véritable bonne nuit de sommeil. Étrangement, le rendu final fonctionna cette fois-ci. Pourquoi ? Eh bien, Larry, juste avant d'aller dormir, avait baissé la clim du labo. Chose qui s'avérera être le problème depuis le début. Ouais. Son animation enfin terminée, Larry Kuba ne s'était néanmoins pas rendu compte que son étoile de la mort n'était pas la bonne. Le canon, qui est censé être sur la partie supérieure de la station spatiale dans le film final, est ainsi au centre sur l'animation de Larry, soit en plein milieu de la tranchée. Une erreur assez logique en vérité, puisque Larry Kuba n'avait accès qu'à des ébauches de l'étoile de la mort pendant la création de son animation. Cette erreur ne sera d'ailleurs jamais corrigée dans aucune des révisions de George Lucas, que ce soit en 97, 2004 ou 2011. Elle perdure même jusque dans le récent Rogue One de Gareth Edwards, sorti en 2016. Un respect de la continuité obligatoire, tant le film a été pensé pour être visionné en tandem avec le Star Wars original. Il est à noter que cette séquence aurait pu tout simplement ne jamais voir la lumière du jour. En effet, Larry Kuba, sachant pertinemment que l'image de synthèse en arriverait à un point où elle serait indissociable de la réalité, il avait sciemment omis d'en parler à George Lucas pour être sûr de garder le job. Malin. Mais comme chacun le sait aujourd'hui, George Lucas a quand même poursuivi et développé le photoréalisme dans l'image de synthèse de nombreuses années plus tard. Le point de départ provenant très certainement d'une animation de X-Wings de 1978, réalisée par Triple I, mais jugée trop coûteuse pour l'époque. Une animation dont les créateurs partiront plus tard pour réaliser un autre space opéra plutôt connu, The Last Starfighter. Tout est lié, et notamment le film qui va suivre. À l'époque, suite au succès de Star Wars, tous les studios voulaient leur propre space opéra ou leur film de science-fiction pour essayer de grappiller quelques morceaux des parts de Star Wars. Et à l'époque, Disney, bien avant le rachat de Lucasfilm en 2012, avait tenté l'aventure avec The Black Hole en 1979. Réalisé par Gary Nelson, un habitué des séries TV comme Get Smart ou Max la Menace en français, The Black Hole est un film sorti le 21 décembre 1979 aux États-Unis et le 3 octobre 1980 en France. Il raconte l'histoire de l'USS Cygnus, un vaisseau perdu dans l'espace depuis des années, trouvé par une équipe d'exploration à l'horizon d'un trou noir. Alors du coup, soyez très indulgent parce que le film remonte à une période où pour représenter un trou noir, on n'avait pas vraiment ce que Christopher Nolan avait réussi à faire sur son Interstellar en 2014. Du coup là en fait on a un tourbillon bleuâtre
qui vire vers le rouge à la fin. Enfin, c'est très bizarre, c'est très bizarre. Pour les besoins techniques du film, Disney voulait emprunter le matériel inventé par ILM pour tourner le premier Star Wars. Seulement, les coûts étaient tellement prohibitifs que la firme à la souris décida finalement de créer ses propres outils en interne. Néanmoins, en ce qui concerne l'image de synthèse, Disney avait choisi de faire appel à un studio indépendant, Neoplastics, qui lui-même avait choisi de faire appel à un certain John Hughes. Non, pas le John Hughes qui allait réaliser Breakfast Club, mais le futur créateur d'un studio que vous connaissez peut-être, Rhythm & News. Vous le connaissez peut-être parce qu'en fait il a fait l'Odyssey de Pi, juste comme ça. John Hughes faisait alors partie de Robert Abel & Associates, une compagnie qui était alors encore sous le feu des projecteurs pour ne pas avoir honoré son contrat avec Paramount. Engagée pour réaliser les effets spéciaux du premier film Star Trek, elle n'était cependant pas parvenue à les finir, mais avait tout de même conservé les 5 millions de dollars prévus au budget. J'en parle d'ailleurs plus en détail dans un CGM anecdote dont le lien devrait s'afficher au-dessus. Souhaitant opérer un virage vers le numérique, après 8 années passées sur des effets spéciaux optiques, Robert Abel & Associates s'était équipé d'une Evans & Sutherland Picture System 2 et avait même conclu un deal à 100 000 $ avec eux pour récupérer le code source en échange de la promesse qu'Abel ne se lancerait jamais sur le marché des simulateurs de vol. Abel tint sa promesse et fit modifier le système par un certain Bill Kovacs, alors futur fondateur de Wavefront, pour implémenter une nouvelle façon d'utiliser la caméra virtuelle. C'est ce système que John Hughes utilisa pour créer la grille wireframe infinie qui constitue les crédits d'introduction de The Black Hole. Capturée directement depuis l'écran du Picture System 2, puis combinée à un fond d'espace peint, cette séquence fut réalisée en à peine 9 des 14 jours prévus par contrat. Avec un total d'1 minute et 30 secondes, elle fut également la plus longue jamais créée en image de synthèse numérique pour un long métrage, et ce jusqu'à la sortie de Tron 3 ans plus tard. Disney était tellement fan de l'effet qu'ils commanderont une bande-annonce avec le même effet, en plus de s'en servir sur certains posters, notamment aux États-Unis. Malgré cela, John Hughes ne sera cependant jamais listé pour son travail sur le film dans les crédits de fin, qui fera d'ailleurs un bid aux US avec seulement 35,8 millions de dollars de recettes pour fin de budget, le plus gros jamais dépensé par Disney à l'époque. Le Master HD utilisé pour cet épisode provient d'ailleurs d'une source iTunes, seul moyen aujourd'hui de visionner le film autrement qu'en DVD, et ce depuis 2013. Mais en cette même année 79, deux autres films ayant l'espace pour théâtre s'étaient eux aussi lancés dans les salles obscures avec du wireframe. Le premier d'entre eux n'était autre qu'un certain Météore. Sorti le 13 octobre 1979 et le 9 janvier 1980 en France, Météore est l'un des tout derniers films catastrophes des années 70, après des classiques tels que Airport, L'aventure du Poséidon, Tremblement de terre, La tour infernale, L'Odyssée du Hindenburg ou encore Sauver le Neptune. Un genre qui a littéralement défini les années 70 avec ses castings de malades, ses histoires tirées par les cheveux et ses effets spéciaux qui ont généralement très mal vieilli. Et Météore ne fait pas exception à ces règles. On retrouve ainsi Sean Connery, Natalie Wood, Martin Landau ou encore Henry Fonda face à un météore venu tout droit de notre ceinture d'astéroïdes, où Américains et Soviétiques unissent leurs forces nucléaires contre un ennemi commun. Ah oui, donc Armageddon et Deep Impact, ils ont juste tout piqué à ce film. C'est ça. Why don't we just send up 150 nuclear warheads and blast that rock apart? Terrible idea. Ok Michael Bay, bien joué. Ça passe pour cette fois. Bref, la production de Météore avait en tête de montrer le réalignement des satellites transportant les ogives nucléaires russes et américaines, à la fois avec des miniatures pour l'espace, mais aussi de l'image de synthèse wireframe pour les divers écrans de contrôle des centres de commandement. Pour cette animation, c'est Triple I qui fut retenu pour créer environ 30 secondes à partir de deux modèles 3D différents. Malheureusement, à l'instar de The Black Hole, aucun membre de l'équipe n'est listé dans les crédits de fin du film. Sans transition donc, passons au second film, Alien. Oui, il y a de l'image de synthèse dans le premier Alien. Sous-titré Le 8e passager pour sa sortie française de septembre 1979, soit environ 4 mois après les États-Unis, Alien est le second film de Ridley Scott et, surtout, son premier succès critique et commercial mondial. Tourné pour un budget d'environ 10 millions de dollars d'alors, le long métrage en rapportera plus de 100 dans le monde grâce à son ambiance oppressante et surtout sa créature, le xénomorphe. Cependant, peu de gens sont loin de se douter que ce premier opus de la saga contenait une scène avec plusieurs plans générés en images de synthèse. Bon, ne vous attendez pas à voir des aliens en 3D bien sûr. Il s'agissait alors de la scène d'atterrissage du vaisseau spatial Nostromo sur la planète Acheron, plus tard connue sous le nom de LV-86. Une séquence réalisée à l'époque par la compagnie System Simulation Limited. Mais d'ailleurs, pourquoi Ridley Scott avait-il choisi de faire appel à eux ? As far as George recalls, the call to arms from 20th Century Fox came via John Race at Brunel University, who connected system simulation to Alien. Presumably they had asked him for suggestions.
Et parmi les animations demandées à System Simulation, il y avait celle-ci, censée reproduire les reliefs du terrain sur lequel la navette du Nostromo allait se poser. Pourtant, à l'origine, cette animation en wireframe devait être beaucoup plus complexe que ce qui apparaît sur ces images. L'auteur de l'effet, feu Alan Sutcliffe, voulait à la base numériser une miniature de terrain réalisée en polystyrène afin de pouvoir montrer la scène sous plusieurs angles. Mais sa machine de rendu, un Prime 400, étant limitée à 500 000 instructions par seconde, même pas un MIPS donc, il a dû revoir ses ambitions à la baisse. Alan Sutcliffe établit alors une méthode d'affichage grâce au langage Fortran, permettant de générer aléatoirement des calques de dénivelé en 2D. Assemblés et par une utilisation ingénieuse de l'effet de parallaxe vertical, ces calques donnèrent finalement l'illusion d'un véritable terrain en 3 dimensions sur les écrans de contrôle du Nostromo. Quelques mois plus tard, le groupe post-punk Joy Division choisira d'ailleurs un visuel étrangement similaire au visuel imaginé par Alan Sutcliffe. Et pourtant, il s'agirait en réalité d'une simple image aux couleurs inversées créée par l'observatoire Arecibo de Puerto Rico et représentant les périodes du tout premier pulsar observé de l'histoire de l'humanité, CP 1919. Pas mal comme coïncidence, non? Mais revenons plutôt à Alien, puisque System Simulation a également réalisé la séquence d'approche orbitale de la navette. We were late with the sequence and were called to account by Ridley Scott. After half a day's wait, I did get to meet the great man who wanted more computer detail and text around the graphics. I added this and included the words system BL #OB. The ## being numbers that cycled, and Blob was my old login ID and nickname at that time. As it turned out, I was thus the only one on the team to get a credit on the movie. Un morceau non utilisé de cette séquence sera également réutilisé 3 ans plus tard dans le premier Blade Runner sur l'écran de contrôle de la voiture de police au moment du décollage. Mais le wireframe, c'est aussi une bonne dose de système D. James Cameron, par exemple, avait trouvé une parade assez ingénieuse pour son Aliens en 1986, dont on trouve d'ailleurs des origines dans la première aventure de Snake, Escape from New York. Renommé New York 1997 à sa sortie française de juin 1981, quasiment en même temps que les États-Unis donc, Escape from New York est le 7e film du maître John Carpenter. Il marque également la seconde collaboration du réalisateur avec l'acteur Kurt Russell, dont sa performance inspirera quelques années plus tard un certain Hideo Kojima. Call me Snake. Carpenter s'étant vu octroyer son plus gros budget pour un film jusqu'alors, environ 6 millions de $, il avait comme idée de représenter toute la ville de New York sous forme d'animation wireframe affichée sur les écrans du planeur piloté par Snake. Seulement, pour l'époque, recréer toute une ville en 3D fil de fer restait beaucoup trop long et coûteux. Car si Robert Abel & Associates avait été capable de refaire toute la ville de Chicago pour la firme d'architectes Skidmore, Owings & Merrill, c'était très certainement pour plusieurs centaines de milliers, voire quelques millions de dollars d'alors. Carpenter ne pouvant clairement pas se permettre ce genre de dépenses, il fit plutôt appel à la société de Roger Corman, New World Pictures, bien connue pour ses projets à très petit budget. Et bien qu'un jeune James Cameron y travaillait alors, notamment sur la création de matte paintings ou de faux nuages, ce ne fut pas lui qui trouva la solution au problème de wireframe, mais un certain John C. Wash, qui avait notamment travaillé avec Carpenter depuis son premier film, Dark Star, en 1974. Son idée, recréer le look du wireframe, mais avec des maquettes peintes en noir et blanc. Aidé par Leslie et Marcus Stetson, John C. Wash construit 3 maquettes différentes de New York. Une englobant la totalité de l'île de Manhattan, une autre montrant Park Avenue jusqu'à l'ancien immeuble Paname, et une 3e montrant la zone entourant les anciennes tours jumelles du World Trade Center. 5 angles de vue différents furent capturés sur chaque maquette, mais seulement 3 sont visibles en même temps lors de la séquence d'infiltration de New York. Un 4e est cependant visible plus tard, lors d'un passage d'hélicoptère au-dessus de la ville. Et pour capturer au mieux cette fausse wireframe, un film pellicule spéciale à fort contraste fut utilisé. Les maquettes étant collées avec de la glu, le plateau devait être le plus froid possible pour éviter que le tout fonde et que les buildings ne s'effondrent. 1 à 2 minutes d'exposition à f/22 furent ainsi nécessaires pour capturer chaque image avec une caméra contrôlée par ordinateur. Mais même avec toutes ces précautions, le toit des tours du World Trade Center, les plus hautes maquettes donc, renvoyait encore de la lumière. Un problème résolu en appliquant un flocage noir sur papier spécial. Une fois le tout capturé, une teinte verte allait être appliquée en post-prod pour simuler un affichage au phosphore vert et ainsi rendre la scène quasiment indissociable d'un véritable wireframe. Cependant,
tout n'est pas simulé dans cette scène. Le toit du World Trade Center, au moment de l'atterrissage, est une véritable animation 3D fil de fer, comme vous pouvez le voir avec cette transparence d'objet sur la droite de l'image. John C. Wash s'était en effet retrouvé dans une impasse après que Carpenter ait demandé à ce que l'on puisse voir le planeur déraper avant de finalement se poser in extremis. C'est en contactant Bo Gehring, qui possédait l'équipement nécessaire, que cette petite séquence fut ajoutée au montage final après 2 semaines de travail au total. D'autres plans en fausse wireframe sont également visibles dans le film, notamment lorsque l'avion présidentiel Air Force One s'écrase dans l'une des tours de New York. Quand même, c'est fou ça, je veux dire, 20 ans avant le 11 septembre, ce film c'est du pain béni pour les conspirationnistes en fait. Attendez une seconde. Et salut les gens, c'était au Conspi. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un peu spéciale parce qu'on va parler de New York 1997, Escape from New York dans la langue d'Alex... Escape from New York dans la langue d'Alex Jones. Mais putain Théo, tu vas fermer ta grande gueule. Il est 4h du mat, bordel, hein? Commence à me parler poliment. Va te chercher un vrai boulot, au lieu de faire des vidéos à la con sur YouTube. Oui maman. Mais avec qui je l'ai fait celui-là? Putain! Bref, aujourd'hui c'est New York 1997, réalisé par Jean Charpentier dans la langue de Pétain. Très sympa d'ailleurs, c'est mon grand-père qui me l'a dit, c'est vérifiable. Bref, c'est quoi le projet? De quoi ça parle? Qu'est-ce qui se passe? Bah on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. C'est-à-dire que... Enfin, il fait nuit, on comprend rien. Mais j'ai quand même ma petite théorie. Comme quoi, ça peut être un film conspirationniste. Enfin, moi, on me la fait pas. Enfin, je veux dire, Carpenter, September... Carpenter, 9 lettres. En français, Charpentier, 11 lettres. 9, 11. Voilà, vous avez compris. Bon, je vais pas vous faire un dessin parce que, enfin, si, mon film de SF préféré. Regardez, mais bon, bref. Regardez plutôt. Regardez. Enfin, je veux dire, il y a un avion, il y a des tours, on est à New York. La grosse pomme, le fruit de la connaissance, l'interdit, le péché originel. L'antéchrist, là, comme ce drapeau américain, là, il est à l'envers, là. Là, il est à l'envers. Je suis pas fou, quand même. Mais ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vérifiable. Je crois qu'on le voit, le projet. Peut-être t'es là, tu regardes. Tu vois un truc, forcément. Puis bon, le film, il est sorti en 81, 2001... 2001, l'année, hein, pas 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick, hein. Et il est quand même sorti 1 an avant la mission... Apollo 11, 2001, et vous voyez quand même, il y a des messages. Au bout d'un moment, on repère des trucs, quoi. On nous a prévenus. Moi, mon boulot, si vous voulez, c'est de chercher des vérités. Je le savais, ils m'ont repéré, c'est le FBI, je vais me faire grand remplacer. Jeanne, au secours! Ciel, elle est pas blanche, c'est de l'appropriation culturelle. Excellent work. Bon. Bien que l'image de synthèse ait évolué jusqu'à effectivement devenir quasiment indissociable de la réalité, le wireframe a su traverser les époques jusqu'à aujourd'hui où le néo-rétro fait plus que jamais recette. Cette vague nostalgique n'étant pas prête de s'arrêter, on peut aisément s'attendre à retrouver toujours plus d'images de synthèse wireframe dans les années à venir. Et dans le prochain épisode Redux de CGM, nous reviendrons ensemble sur les prémices du photoréalisme dans l'image de synthèse 3D avec la toute première représentation réaliste d'un corps humain féminin dans Looker de Michael Crichton, sorti en 1981. D'ici là, comme toujours, pour suivre CGM, je vous renvoie aux pages Facebook et Twitter, au site internet gorkamnitrix.com, mais aussi à Tipeee, où vos dons permettent à cette émission, chaque jour, d'exister sur internet. N'oubliez pas de partager cet épisode autour de vous et surtout à le commenter. Oh, et comme dirait H... You have my sympathies.
Jeanne, au secours! Fais un café, Jeanne. Connard.